Hello, c'est HR, votre chroniqueur. Alors aujourd'hui, on va éteindre les lumières, fermer les portes et surtout éviter de regarder trop longtemps dans les coins sombres de la pièce. Pourquoi me direz-vous? Tout simplement parce qu'on va revenir sur l'une des sagas horrifiques les plus populaires de ces 15 dernières années. Il s'agit de la saga Insidious. Ainsi, par le biais de ce podcast, nous allons faire un retour complet sur les 5 premiers films, vu que le sixième opus est sorti mercredi 19 août. Cette franchise, n'oublions pas, a été lancée en 2010 par James Wan et Leigh Whannell, deux hommes qui avaient déjà profondément marqué le cinéma d'horreur avec l'incontournable Saw. Mais avec Insidious, ils vont prendre une direction complètement différente. Pas de piège mécanique, pas de tueur masqué, pas de violence graphique excessive. Ici, la peur vient essentiellement d'un autre monde. Un univers parallèle peuplé d'esprits, de démons et d'âmes perdues appelées le lointain. Et ce qui rend justement la saga particulièrement intéressante, c'est que les 5 premiers films ne suivent pas simplement une chronologie classique. Certains épisodes sont des préquels, d'autres des suites directes, et le cinquième film revient finalement à la famille avec laquelle tout avait commencé. Alors aujourd'hui, je vous propose de remettre tout cela en ordre et de revenir sur l'histoire complète des 5 premiers films Insidious. Évidemment, un grand attention à tous les aficionados de la saga qui n'ont pas vu la totalité des opus, il va y avoir plusieurs spoilers. Mais bon, nous partons vers le lointain à la découverte du premier opus Insidious de 2010. Tout commence avec la famille Lambert. Josh et René Lambert viennent de s'installer dans une nouvelle maison avec leurs enfants. Au départ, rien de particulièrement inquiétant. Mais très rapidement, leur fils Dalton commence à être attiré par le grenier. Un jour, il monte explorer cette partie de la maison et fait une mauvaise chute. Le lendemain matin, ses parents découvrent qu'il ne se réveille plus. Mais pourtant, Dalton est vivant. Il respire. Mais il est plongé dans un mystérieux coma. Les médecins sont incapables d'expliquer son état et après plusieurs mois d'hospitalisation, Dalton est finalement rentré chez lui. C'est à ce moment-là que les phénomènes surnaturels deviennent beaucoup plus violents. Renée entend des voix, elle aperçoit des silhouettes, des objets bougent, des apparitions surgissent dans la maison et surtout quelque chose semble s'intéresser directement à Dalton. La famille Lambert pense naturellement que leur maison est hantée, ils décident donc de déménager. Mais c'est là qu'arrive l'une des idées les plus intéressantes du film. Les Lambert changent de maison, certes, mais les phénomènes continuent, parce que le problème n'a jamais été la maison. Le problème, c'est Dalton. S'ensuit l'arrivée d'Élise. C'est ici qu'entre en scène celle qui deviendra progressivement le véritable personnage central de la franchise. Élise, interprétée par Lynn Shay. Élise est une médium spécialisée dans les phénomènes paranormaux. Elle travaille notamment avec Speck et Tucker, deux enquêteurs qui apportent une petite touche d'humour au milieu de cette atmosphère extrêmement sombre. Élise comprend rapidement ce qui arrive à Dalton. Le garçon possède une capacité très particulière. Lorsqu'il dort, son esprit peut quitter son corps. C'est ce que la saga appelle la projection astrale. Dalton a toujours cru qu'il faisait simplement des rêves, mais en fait, son esprit voyageait dans une dimension parallèle, une sorte de purgatoire rempli d'âmes mortes, le lointain. Et Dalton est allé beaucoup trop loin. Il s'est perdu, son corps physique est donc resté vide. Et les entités du lointain cherchent maintenant à s'en emparer. Parmi elles se trouve évidemment l'une des créatures les plus emblématiques de la saga, le démon au visage rouge. Cette entité veut tout simplement posséder le corps de Dalton. Et c'est là qu'Élise révèle alors quelque chose d'encore plus important. Dalton n'est pas le premier membre de la famille à posséder ce pouvoir. Son père Josh possède exactement la même capacité. Lorsqu'il était enfant, Josh pratiquait lui aussi inconsciemment la projection astrale. Et il était poursuivi par l'esprit terrifiant d'une vieille femme.
Pour le protéger, Elise avait autrefois aidé la mère de Josh à supprimer ses souvenirs de cette période. Josh avait donc complètement oublié son pouvoir, mais pour sauver Dalton, il doit désormais l'utiliser à nouveau. Josh entre volontairement dans le lointain, il retrouve son fils, il affronte les différentes entités qui cherchent à les retenir. Et finalement, père et fils réussissent à revenir dans le monde réel. Dalton se réveille, tout semble terminé, mais évidemment, nous sommes dans Insidious. Et rien n'est jamais aussi simple. Et c'est là qu'Elise remarque quelque chose d'étrange chez Josh. Elle comprend que l'homme revenu du lointain n'est peut-être plus exactement celui qu'elle connaissait. Elle prend discrètement une photographie et Josh devient soudain extrêmement agressif. Quelques instants plus tard, René découvre Elise morte et étranglée. Puis elle regarde la photographie et comprend l'horrible vérité. Josh est possédé. La vieille femme qui le poursuivait lorsqu'il était enfant a finalement réussi à prendre possession de son corps. Et le film se termine sur ce gigantesque cliffhanger. S'ensuit Insidious chapitre 2 qui est sorti en 2013. Ce film reprend pratiquement immédiatement après le premier film. La famille Lambert tente de comprendre ce qui vient de se produire, mais nous, spectateurs, savons déjà quelque chose que René ignore encore. Josh n'est plus vraiment Josh. Son corps est contrôlé par l'esprit qui le poursuivait depuis son enfance. Et progressivement, son comportement devient de plus en plus inquiétant. Pendant ce temps, Speck et Tucker tentent de comprendre la mort d'Elise. À l'aide de Carl, un ancien collègue d'Elise, ils commencent à enquêter sur l'identité de cette mystérieuse femme en noir. Et c'est là que le film développe considérablement la mythologie. En fait, la vieille femme est liée à un homme nommé Parker Crane. Durant son enfance, Parker a subi l'influence destructrice de sa mère Michelle. Elle l'obligeait notamment à se comporter et à s'habiller comme une fille. Parker deviendra plus tard un tueur connu sous le nom de Bride in Black, la mariée en noir. Après sa mort, son esprit continuera d'exister naturellement dans le lointain. Et c'est lui qui finira par prendre possession du corps de Josh. Le deuxième film devient alors presque une enquête surnaturelle, pendant que le véritable esprit de Josh est prisonnier du lointain. Son corps est tout simplement contrôlé par Parker. Et la frontière entre les vivants et les morts devient de plus en plus fragile. Et c'est là qu'Insidious installe définitivement l'une de ses meilleures idées. La mort n'empêche absolument pas Elise de participer à l'histoire. Depuis le lointain, elle continue d'aider Josh. Josh rencontre également son propre passé. Le temps fonctionne différemment dans cette dimension. Des événements que nous avons vus dans le premier film prennent alors un nouveau sens. Et surtout, Josh comprend qu'il peut interagir avec certains moments du passé. C'est une idée particulièrement intéressante parce qu'elle explique plusieurs phénomènes mystérieux du premier épisode. Finalement, Josh parvient à affronter Parker Crane et surtout l'influence de sa mère. Avec l'aide d'Elise, l'emprise de l'esprit est brisée. Josh retrouve son corps, Dalton utilise une nouvelle fois ses capacités pour aider son père et la famille Lambert semble enfin débarrassée du lointain. Josh et Dalton décident alors de faire supprimer leurs souvenirs liés à leur capacité astrale. Ils veulent oublier, reprendre une vie normale, et pendant quelque temps, c'est exactement ce qu'ils vont faire. Naturellement arrive Insidious chapitre 3, sorti en 2015. Là, nous avons un changement complet de direction. Nous quittons temporairement la famille Lambert et surtout nous remontons dans le temps. Insidious chapitre 3 est ainsi une préquelle. Le film se déroule avant les événements du premier Insidious. Cette fois, le personnage principal est une adolescente appelée Quinn Brenner. Quinn vit avec son père Sean et son jeune frère Alex. Elle traverse une période particulièrement difficile depuis la mort de sa mère. Et pour beaucoup de personnes qui sont confrontées au deuil, c'est le même postulat. Quinn voudrait simplement pouvoir communiquer une dernière fois avec sa mère. Elle contacte Elise Rayner, mais Elise refuse d'abord véritablement de reprendre son activité. Pourquoi? Parce qu'elle a été elle-même traumatisée depuis la mort de son époux. Elise est devenue vulnérable. Et surtout lorsqu'elle entre en contact avec le monde des esprits, une créature extrêmement dangereuse semble la surveiller.
Cette créature, c'est la fameuse Marie en noir, qui plus tard poursuivra Josh. Elise a donc tout simplement peur d'utiliser son don. Quinn ainsi tente malgré tout d'entrer en contact avec sa mère, mais elle attire quelque chose d'autre, une entité particulièrement inquiétante connue comme l'homme qui ne peut pas respirer. Après un grave accident de voiture, Quinn se retrouve immobilisée chez elle et l'entité profite de sa faiblesse. Les manifestations deviennent de plus en plus violentes, l'esprit cherche progressivement à prendre possession d'elle, Speck et Tucker interviennent. Mais à cette époque, les deux hommes sont encore loin d'être les experts que nous connaîtrons plus tard. Et c'est finalement cette affaire qui va pousser Elise à redevenir la femme que nous connaissons dans les deux premiers films. Elle décide d'affronter sa peur, elle retourne dans le lointain, elle affronte l'entité et aide Quinn à reprendre le contrôle, grâce notamment aux souvenirs et à la présence spirituelle de sa mère. Quinn réussit donc à résister. Le démon est vaincu et Elise comprend quelque chose d'essentiel. Son don n'est pas seulement une malédiction. Il peut permettre de sauver des vies et à la fin du film, Elise accepte donc de travailler avec Speck et Tucker. Le trio emblématique de la saga vient officiellement de naître. Et c'est là qu'arrive le quatrième opus de cette saga Insidious, qui a pour titre Insidious la dernière clé, sorti en 2018. Ce quatrième film continue d'explorer le passé d'Elise, et cette fois nous découvrons quelque chose de beaucoup plus personnel. Son enfance. En fait, Elise a grandi dans une maison située au Nouveau-Mexique avec son frère Christian. Leur père travaillait dans un pénitencier voisin, mais surtout, il était extrêmement violent. Elise possédait déjà son don lorsqu'elle était enfant, elle voyait des esprits, elle entendait des voix, et son père refusait complètement d'accepter cette réalité. Il la punissait brutalement. Un soir, Elise entre en contact avec une mystérieuse entité. Elle ouvre une porte et libère quelque chose de terrifiant, K-Face, une créature démoniaque possédant notamment des clés à la place des doigts. Cette entité provoque indirectement la mort de la mère d'Elise. Traumatisée, Elise finira tout simplement par quitter sa famille. Des décennies plus tard, Elise reçoit un appel. Un homme vivant désormais dans son ancienne maison affirme subir des phénomènes paranormaux. Elise comprend qu'elle doit revenir là où tout a commencé, accompagnée de Speck et Tucker. Elle retourne donc à la maison de son enfance, mais l'enquête prend une tournure particulièrement sombre. Elise découvre que certains des événements qu'elle attribuait aux fantômes étaient liés à des crimes bien réels. Le propriétaire de la maison cache notamment une femme prisonnière, totalement terrifiant. Mais derrière cette horreur humaine se trouve également K-Face. Le démon se nourrit de la peur, de la haine et de la culpabilité. Et Elise découvre que son influence existait déjà lorsqu'elle était enfant. Ainsi, elle retrouve également son frère Christian, mais celui-ci lui en veut toujours profondément d'avoir abandonné la famille. Elise rencontre aussi ses nièces, Melissa et Imogen possède elle aussi des capacités médiumniques. Le don semble donc exister dans la famille. Lorsque Melissa est attaquée et que son esprit se retrouve prisonnier du lointain, Elise doit affronter une nouvelle fois K-Face. Mais cette confrontation est également psychologique. K-Face utilise la culpabilité d'Elise, ses souvenirs, son père, son passé, ses traumatismes. Mais bon, elle réussit finalement à se libérer de cette emprise grâce à sa famille et à l'intervention spirituelle de sa mère. K-Face est vaincu, Melissa est sauvée. Et Elise se réconcilie, mais le film prépare surtout directement le lien avec le premier Insidious. À la toute fin, Elise fait un rêve, elle voit Dalton Lambert, elle voit également le démon au visage rouge. Puis le téléphone sonne et au bout du fil, Lorraine Lambert. Elle demande de l'aide pour son petit-fils Dalton et nous revenons exactement au point de départ du premier film. La boucle est bouclée. Mais cela n'empêche pas qu'un cinquième film voit le jour en 2023 qui a pour titre Insidious, la porte rouge. Et nous arrivons donc à un changement important. Nous revenons directement à la famille Lambert. Environ 9 ans ont passé depuis le Insidious chapitre 2. Josh et Dalton ont totalement oublié une grande partie des événements surnaturels. Leurs souvenirs ont été supprimés pour les protéger.
Mais cette décision a eu des conséquences. Josh ressent un immense vide, il sait qu'une partie de son passé lui échappe, sa relation avec son épouse est complètement détériorée et surtout sa relation avec Dalton est devenue extrêmement compliquée. Dalton est maintenant un jeune adulte, il part à l'université pour étudier l'art, mais pendant un cours, son professeur l'encourage à explorer profondément son inconscient. Très mauvaise idée lorsqu'on s'appelle Dalton Lambert, parce qu'en cherchant dans son esprit, Dalton commence à ouvrir une porte qu'il aurait mieux valu laisser fermer. Ainsi, Dalton commence à dessiner une mystérieuse porte rouge, des souvenirs reviennent, des visions apparaissent et progressivement, il recommence inconsciemment à pratiquer la projection astrale. Pendant ce temps, Josh tente lui aussi de comprendre les troubles présents dans sa mémoire. Il découvre des informations sur son propre père, il réalise également que certains troubles qu'il croyait psychologiques étaient tout simplement liés à ses capacités surnaturelles. Père et fils suivent donc deux chemins différents, mais qui vont progressivement les ramener au même endroit, c'est-à-dire le lointain. Et surtout au démon qui avait commencé toute cette histoire, le démon au visage rouge. Et là, nous découvrons la fameuse porte rouge, qui représente le passage vers le repère du démon. Dalton retrouve progressivement ses souvenirs, il comprend ce qui lui est arrivé lorsqu'il était enfant, il se souvient de son père, d'Élise, du lointain et du démon. Mais en récupérant ses souvenirs, il permet également à cette créature de revenir. Josh finit par entrer à son tour dans le lointain. Et le père et le fils se retrouvent une nouvelle fois confrontés à leur traumatisme. Mais contrairement au premier film, l'enjeu n'est plus seulement de survivre. Il faut également réparer leur relation. Dalton comprend que son père ne l'a jamais volontairement abandonné. Josh comprend à quel point les événements du passé ont détruit une partie de leur famille. Et ensemble, ils affrontent une dernière fois le démon. Dalton finit par utiliser son art pour condamner symboliquement la porte rouge. Il peint par-dessus, la porte disparaît, le passage semble fermé. Et pour la première fois depuis longtemps, Josh et Dalton peuvent véritablement commencer à reconstruire leur relation. C'est ainsi que se terminait donc ce cinquième opus, bien avant le sixième opus qui est actuellement au cinéma. Alors naturellement, vous pouvez regarder ces films dans l'ordre de sortie cinéma, mais il est préférable de les regarder selon l'ordre chronologique de l'histoire. Alors en ce qui me concerne, je vous rajouterai que selon moi, Elise est vraiment le cœur même d'Insidious. C'est probablement l'une des grandes forces de la saga. Elise aurait pu rester un personnage secondaire, le médium classique arrivant au milieu du film pour expliquer au personnage ce qui se passe, mais la franchise va progressivement construire toute une mythologie autour d'elle. On découvre son enfance, son traumatisme, sa famille, la découverte de ses pouvoirs, sa rencontre avec Speck et Tucker, et même après sa mort, elle continue d'exister dans l'univers de la saga. Elle est ainsi devenue un visage emblématique de cette saga Insidious. Quant à la notion du lointain, c'est devenu un personnage principal de cette saga. C'est probablement l'idée que je préfère dans Insidious, parce que ce n'est pas simplement une maison hantée. Le lointain est un véritable monde parallèle, un espace où semblent coexister différentes époques. Les morts y errent, certaines âmes sont simplement perdues, d'autres sont dangereuses. Et certaines créatures semblent être beaucoup plus anciennes et beaucoup plus puissantes. C'est ce concept qui permet à la saga de dépasser le simple film de fantômes. Le danger peut suivre les personnages partout. Changer de maison ne sert à rien. Fermer une porte ne suffit pas parce que la véritable porte se trouve parfois directement dans votre esprit. Et si l'on réfléchit, en fait, les 5 films racontent finalement une seule histoire. L'histoire de deux familles. La famille Lambert et la famille d'Élise. Deux histoires reliées par le même phénomène, la capacité de certaines personnes à voyager dans le lointain. Élise passe sa vie à essayer de protéger les autres de ce monde. Josh tente de l'oublier. Dalton doit apprendre à vivre avec. Et chaque personnage représente finalement une manière différente d'affronter le traumatisme. Ellie choisit de regarder ses démons en face, Josh choisit de les oublier. Dalton finit par les transformer en quelque chose d'autre grâce à son art. Et c'est probablement pour cette raison que la porte rouge fonctionne aussi bien comme symbole dans le 5e film. Pendant toute la saga, les personnages cherchent tout simplement à fermer des portes. Mais certaines portes ne peuvent pas simplement être oubliées. Il faut comprendre tout simplement ce qu'il y a derrière. Et voilà, ce grand voyage dans les 5 premiers films de la saga Insidious
est terminée. C'est une franchise qui aura réussi à construire sa propre identité dans le cinéma horrifique moderne. Le démon au visage rouge, la mariée en noir, Keyface, la vieille femme, la porte rouge et surtout le lointain. Autant d'éléments qui ont permis à Insidious de devenir immédiatement reconnaissable. Personnellement, je trouve également intéressant de revoir les films aujourd'hui en suivant la chronologie de l'histoire, parce que certains événements prennent alors une dimension complètement différente. Et surtout, Élise devient encore davantage le fil conducteur de toute cette mythologie. Alors maintenant, j'ai envie de vous poser la question, quel est votre Insidious préféré? Le premier avec la découverte du lointain, le deuxième et toutes ses révélations autour de Josh, le troisième et son histoire autour de Queen, la dernière clé, l'opus 4 donc, et le passé d'Élise, ou l'opus 5 et la porte rouge avec le retour de Josh et Dalton. Dites-moi ça dans les commentaires et si vous aimez les grandes rétrospectives consacrées aux sagas fantastiques, horrifiques et de science-fiction, pensez tout simplement à vous abonner au podcast HR Movie Fan. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo et d'ici là, si cette nuit vous vous réveillez brusquement et que vous apercevez une silhouette debout dans un coin de votre chambre, un conseil, ne cherchez surtout pas à savoir qui c'est. A bientôt sur HR Movie Fan.